Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Dame du CDI. Je reviens avec une vidéo sur la relation entre les hommes hétéros et les femmes lesbiennes. Et en fait, elle a bien fonctionné sur TikTok et Insta. Et en fait, je me suis dit, je vais en faire une version longue parce que j'avais trouvé tellement de documentation sur le sujet. Et en plus, comme elle a eu une bonne visibilité, j'ai eu plein de gens qui m'ont envoyé des messages pour me dire regarde cette source, regarde cette source, regarde cette source. Je vous ai fait un bon mélange, je vous ai bien tout préparé. Et du coup, aujourd'hui, on en parle. Alors si vous n'avez pas vu cette vidéo, la question est pourquoi est-ce que les hommes hétéros ne traînent pas avec les femmes lesbiennes au même titre que les femmes hétéros traînent avec les hommes gays? Parce que oui, en fait, on voit souvent ce cliché stéréotype du meilleur ami gay pour les femmes, mais on ne voit pas souvent ce stéréotype de la meilleure amie lesbienne pour les mecs hétéros. Et du coup, je me suis posé la question, parce que j'ai vu un TikTok justement qui posait cette question, pourquoi? Pourquoi? D'où est-ce que ça vient? Parce qu'il y a forcément une explication sociale, psychologique, etc. Et en fait, il y a plein de matière sur le sujet. So, let's dive in. Alors le podcast, il va être divisé en 3 parties. D'abord, on va faire un focus plutôt sur les lesbiennes, ensuite un focus sur les hommes hétéros, et enfin, ça c'est plus un supplément, un bonus, un focus sur Girls and Gays. Pourquoi est-ce qu'on s'entend aussi bien? Une amitié explicable. Alors il faut savoir que si les hommes hétéros ne traînent pas autant avec les lesbiennes, c'est pas un hasard, ça a une explication sociologique, psychologique et surtout des dynamiques de genre. Alors accrochez-vous. On va commencer par quelque chose de très simple. Commencer par définir en fait ce que c'est qu'une femme lesbienne. Donc une femme lesbienne, j'ose espérer que vous savez ce que ça veut dire, c'est une femme qui aime les femmes et qui donc par définition n'est pas située dans le marché hétérosexuel du désir masculin. C'est-à-dire qu'elle n'est pas désirante ni désirée par le masculin, par l'homme hétéro. Elle ne va pas draguer les hommes et surtout, elle n'existe pas pour les hommes, ce qui est très intéressant. Et justement, et typiquement, dans une société patriarcale comme la nôtre, cette posture, elle est dissonante, elle est inconfortable. Et il y en a même presque certains qui vont aller jusqu'à la nier, qui vont jusqu'à nier en fait l'homosexualité des femmes en l'expliquant par de nombreuses raisons. Et alors ça, typiquement, c'est le travail de Éric Fassin en 2009 qui a écrit Le sexe politique. Alors Éric Fassin, vous avez été nombreux à critiquer cette source et vous avez un point. Franchement, je suis d'accord que c'est pas la source la plus solide qui existe. En revanche, je trouve que ce qu'il dit sur le sujet, pas besoin d'avoir une étude pour s'en rendre compte, même si c'est vrai que c'est toujours mieux d'avoir des sources solides. En tout cas, justement, ce qu'il explique, c'est que les sexualités qui sont non conformes, donc que ce soit aussi bien les lesbiennes que les gays, mais aussi les personnes asexuelles, etc., et bien en fait, tout ça, elle déstabilise, vous voyez, l'ordre établi par le désir masculin, qui est le désir dominant dans notre société, puisque nous sommes dans une société patriarcale. Et typiquement, il explique que ces sexualités, dans le fait qu'elles ne s'inscrivent pas dans la conformité, elles vont avoir une posture qui est presque unique. Parce qu'en fait, elles vont pas participer à cette espèce de grande comédie hétéro qu'on nous rabâche dans tous les sens, dans le cinéma, dans la littérature, enfin partout. Et que justement, dans cette grande comédie, où chaque femme est censée exister pour être désirée et pour être désirée par un homme, et typiquement, les femmes lesbiennes deviennent invisibles. Elles deviennent marginalisées, elles deviennent moquées, stigmatisées, mises à part, carrément exclues. Ce qu'on comprend ici, c'est qu'en fait, la femme lesbienne, qui n'est pas désirante d'être avec un homme et qui n'est censée ne pas être désirée par un homme, elle ne répond à aucun des schémas voulus
pour une femme dans une société écrite par l'homme. Parce qu'en fait, elle ne va ni valider son ego, ni valider son désir. Et en fait, justement, traduction un petit peu concrète, un homme hétéro qui typiquement traînerait, par exemple, avec une femme lesbienne, ce serait un homme qui accepte d'être face à une femme qui ne valide ni son ego, ni sa virilité. Comme on est dans une société masculine qui se construit souvent autour du regard justement des hommes, et alors ça, justement, là j'aimerais bien vos avis, parce que je suis vraiment curieux de vos opinions. Moi, ce que j'ai trouvé, c'est que, enfin en tout cas dans le travail d'Éric Fassin, c'était que justement, l'identité masculine, elle se construit à travers le désir de la femme. Mais moi, je pense pas que ce soit ça. Et dites-moi si je me trompe, mais par rapport au travail de Laura Mulvey, vous voyez, sur le male gaze, le regard masculin, en fait, pour moi, et pour Laura Mulvey, et pour certainement beaucoup d'autres personnes, le male gaze, vous voyez, l'identité masculine virile, pour moi, elle se construit dans le regard de l'homme envers ses pairs. En fait, pour moi, il y a vraiment ce truc de un homme veut séduire une femme aussi parce qu'il a le sentiment d'être regardé par ses pairs et que c'est par là, par ce regard justement collectif masculin, qu'il va valider son individualité, sa masculinité personnelle. Mais ça, vous voyez, je sais pas comment expliquer, c'est dur à expliquer. Parce qu'en fait, j'ai pas le sentiment, en tout cas, que les hommes vivent pour le regard des femmes. Et j'ai pas senti. Et en fait, là où je trouve que la posture des femmes est quand même beaucoup plus nuancée, en fait, c'est compliqué parce que moi, typiquement, je suis un homme gay. Donc moi, je vis pour le regard des autres hommes. Je vis pas spécialement pour le regard des femmes, ou alors je vis pour le regard de mes amis, mais de mes amis filles, hein, bien sûr. Mais je vis quand même plutôt dans l'idée d'être admiré par des hommes, parce que c'est aussi ce qui me plaît. Mais bon, ça c'est un peu, vous voyez, principe de l'homosexualité. Mais à contresens, du coup, pour un homme hétéro, j'ai le sentiment que eux ne vivent pas non plus pour le regard des femmes, mais plutôt pour le regard des autres hommes, et que c'est à travers ce regard des autres hommes qu'ils valident leur propre identité masculine. Là où, typiquement, les femmes, j'ai le sentiment qu'elles vivent dans une vision qui est beaucoup plus nuancée, et que j'ai aussi le sentiment, mais ça, après c'est particulier, parce qu'en fait, déjà d'une part, c'est validé par aucune autre science que mon intuition, donc c'est-à-dire aucune science, et c'est aussi basé et biaisé par mon entourage, parce qu'en fait je vis aussi, moi je fais partie vous voyez, d'une bulle, je suis pas confronté à toutes les réalités sociopolitiques de France, et du coup les femmes qui sont autour de moi, j'ai l'impression qu'elles vivent plutôt pour le regard des autres femmes que pour le regard des hommes. Dans la vidéo que j'ai faite sur les réseaux sociaux, j'ai parlé de la théorie justement de la menace identitaire, et de potentiellement comment les lesbiennes pourraient représenter une menace identitaire pour les hommes hétéros. Sauf que c'est aussi un propos qui a nuancé, et ça c'est intéressant. Donc déjà, si vous voulez regarder sur des études sur la menace du stéréotype, je vous invite à regarder le travail de Steele et Aronson. C'est des études qui datent de 1995, donc elles ne datent pas d'hier. Et en gros, cette théorie de la menace du stéréotype, c'est le fait d'être jugé à travers un stéréotype négatif sur ton groupe. On va avoir, vous voyez, des idées préconçues sur les lesbiennes, sur les gays, des choses comme ça. Ça arrive tout le temps. Certains diront il n'y a pas de fumée sans feu, d'autres diront que voilà. Dans le cadre des hommes hétéros, on ne peut pas vraiment parler de menace du stéréotype au sens strict, parce que c'est pas vraiment, vous voyez, il représente ils représentent le groupe dominant, donc c'est pas, vous voyez, une minorité, et donc ils n'ont pas vraiment ce truc de menace du stéréotype, parce qu'en fait ce serait un peu comme, vous voyez, le racisme anti-blanc, c'est un petit peu incohérent. Mais c'est autre chose, justement, c'est une forme de stress identitaire, justement quand leur position dominante est remise en question. Et typiquement, quand on réfléchit justement à la définition de ce qu'est une femme lesbienne, alors attention, c'est un petit peu stéréotypé, mais quand on pense à une femme lesbienne, étant donné qu'elle ne s'inscrit pas dans une dynamique hétéro et donc dans une dynamique patriarque, patriarque, ouais, c'est des femmes qui sont plus souvent indépendantes, autonomes,
et critique du patriarcat, à juste titre. C'est bien évidemment très stéréotypé, mais c'est aussi d'une manière c'est logique. Du coup, les lesbiennes, il y a aussi un peu ce... Alors ça, c'est hyper extrême, mais beaucoup d'hommes hétéros n'aiment pas les lesbiennes parce qu'ils les considèrent comme des féministes extrémistes, vous voyez, comme vraiment des militantes ultra engagées, alors que tout simplement, elles pointent du doigt sur des réalités, notamment celle du patriarcat. En fait, ça, typiquement, ça s'illustre hyper bien en psychologie sociale par la justification du système. Alors si la justification du système vous intéresse, parce que c'est l'un d'entre vous qui m'a envoyé cette source, c'est une source de Bono et Vermier que vous aurez en description, qui est sortie en 2017. Typiquement, dedans, ils expliquent que quand on bénéficie d'un système, que ce soit le genre, le patriarcat, etc., quand on a des privilèges en gros, on peut inconsciemment ou consciemment, parce ils disent inconsciemment dans leur travail, mais il y a aussi consciemment, développer des stratégies mentales où on va essayer de défendre ces privilèges, défendre ce système. Jusque-là, ça a du sens. Un homme hétéro, blanc, cisgenre, un H67 comme on dit, eh ben, il y a des chances qu'il veuille défendre ses privilèges. On lui en veut, mais d'un autre côté, c'est un petit peu légitime. Ça lui demanderait une grande remise en question, mais abandonner son confort, c'est difficile pour tout le monde, même quand c'est injuste. Et justement, la figure de la lesbienne qui vient remettre en question l'ordre établi, le patriarcat, ses privilèges, cette posture dominante, eh ben, ça dérange. Et ça dérange encore plus quand c'est couplé à de la misogynie qui est ancrée dans notre système actuel. Donc typiquement, déjà, une femme autonome, ça dérange, mais une femme autonome qui ne désire pas un homme, là, ça gratte. Là, ça gratte, ça gratte, ça gratte. Et du coup, ça crée une forme de déni, de défi, de dérangement et de rejet. Parce qu'en fait, d'une certaine manière, la lesbienne, en étant elle-même, donc c'est-à-dire en exprimant sa sexualité librement, elle va implicitement dire, donc vraiment sans ouvrir la bouche, à l'homme, lui dire « Tu ne m'intéresses pas. Tu n'es donc pas au centre du monde. » Et ça, c'est plus que ça gratte. Ça pique. Parce que le truc, c'est que les femmes lesbiennes, elles incarnent d'une certaine façon une forme d'autonomie radicale vis-à-vis des hommes. Comme elles échappent justement à la logique du désir hétérosexuel, du désir dominant, où typiquement, la femme est censée exister pour être regardée, admirée, désirée, validée, éventuellement conquise, et typiquement, la femme lesbienne, elle échappe à ça. En fait, la femme lesbienne, elle symbolise une féminité qui n'est pas accessible à l'homme hétéro. Elle représente aussi une sexualité qui ne tourne pas exclusivement autour de l'homme et de ses attributs. Et aussi un refus implicite ou non de les mettre au centre du monde. En fait, ce refus de se plier au désir masculin, pour certains, c'est presque vu comme une révolte. Et pas anodin si on nous véhicule souvent ce stéréotype comme quoi les lesbiennes sont froides, agressives, militantes, dès qu'elles affirment qu'elles ne sont pas intéressées par les hommes. C'est aussi d'ailleurs pour ça qu'on voit beaucoup plus d'hommes gays dans le cinéma, dans la littérature, même si, il y a aussi beaucoup d'hommes gays blancs quota, vous voyez, qui sont un petit peu la vitrine LGBT, mais les lesbiennes ont été complètement invisibilisées des médias. En plus de ça, la communauté lesbienne souffre énormément d'être sexualisée, hyper sexualisée par les hommes hétéros, ce qui dénature complètement leur identité, ce qui les objectifie et qui les rend presque plus humaines. Vous voyez ce que je veux dire ? On a presque ce truc que dans l'imaginaire collectif, la lesbienne n'est pas une femme, c'est une catégorie qu'on voit en ligne sur des sites. Ce n'est plus une personne, ça devient une scène. Il y a presque ce truc où dans la société, on cultive cette culture que des femmes lesbiennes, en fait, pratiquent leur sexualité pour divertir les hommes hétéros. Qu'elles ne peuvent pas justement avoir cette sexualité qui leur est propre et qu'en fait c'est encore une fois pour servir les hommes hétéros. Et c'est aussi pour ça qu'on arrive à des cas où certains hommes vont presque jusqu'à douter de la sexualité des femmes lesbiennes.
en se disant que non mais je vais te faire changer de bord, non mais c'est parce que t'as pas connu un vrai homme ou des choses comme ça. C'est la chercheuse Ariel Borowski qui justement explique en lien avec la théorie de Laura Mulvey sur le male gaze que dans les médias populaires, les relations lesbiennes sont considérées comme un outil pour divertir les hommes hétéros. Justement, elle parle d'une rééducation pornographique parce qu'il est important d'arrêter de voir les relations lesbiennes à travers un regard masculin hétérosexuel. Presque ce truc de on ne regarde plus les lesbiennes pour ce qu'elles sont, on les regarde pour ce qu'elles excitent. Elles sont fétichisées, objetisées, érotisées. Et ça, c'est pas possible. Sauf que typiquement, les femmes lesbiennes qui sont conscientes de toutes ces choses, en plus du patriarcat, eh ben ça pose la question de pourquoi est-ce qu'elles aussi voudraient être amies avec des hommes hétéros. Quand je parle de cette généralité, c'est des hommes hétéros en général, bien évidemment qu'il existe des hommes hétéros cis-het qui sont déconstruits, qui sont bienveillants, qui ont des amies lesbiennes, et je ne veux pas justement invalider vos relations, simplement c'est une généralité, c'est une tendance. En plus de ça, comme je l'ai dit, s'ajoute la misogynie, donc typiquement un homme hétérosexuel classique, vous voyez, misogyne, ne va pas considérer une femme lesbienne comme son égale, mais plutôt comme inférieure. Parce que d'un point de vue pratique, on pourrait penser que les hommes hétéros et les lesbiennes pourraient s'entendre puisqu'ils ont techniquement le même terrain de chasse, les mêmes goûts, mais en réalité, le rapport de domination, de sexualisation et de regard, eh ben, il fait que ces relations sont difficiles ou rares. C'est un peu triste, mais on revient toujours à cette morale de tant que la misogynie sera présente dans notre société, on ne guérira de rien. Ni de l'homophobie, ni de l'hypersexualisation des femmes lesbiennes, ni du plafond de verre, ni de toutes les injustices qu'il y a aujourd'hui. Parce que à l'inverse, les hommes gays, on est souvent considérés comme inoffensifs pour les femmes hétéros. Je dis souvent parce que c'est pas toujours le cas, parce qu'il y a aussi des problèmes entre les hommes gays et les femmes hétéros. Il y a de la misogynie toujours, il y a aussi beaucoup de vol de propriété intellectuelle, de communautarisme, il y a aussi de l'excès de confiance, mais ça ce serait aussi un sujet à développer. Vous voyez le fait que certaines femmes vont se permettre des choses avec des hommes gays juste parce qu'ils sont gays, et certains hommes gays vont se permettre des choses avec des femmes juste parce qu'elles sont des femmes, et ben ça va aussi dans les deux sens. Il y a des problèmes, c'est pas tout rose, bien évidemment, mais ce qu'on voit quand même globalement, c'est qu'un homme gay n'est pas perçu comme une menace sexuelle directe pour une femme. Quand je croise des filles dans des endroits, vous voyez, isolés qui pourraient faire peur, j'essaie d'avoir l'air gay le plus possible. Ou alors quand je rencontre des filles, vous voyez, par exemple quand j'étais nouveau dans une classe ou que je rencontrais des gens au travail, j'essaie d'avoir l'air le plus gay possible pour leur faire comprendre que « Girl, it's me, it's chill, it's you and me », on est ensemble en fait. Toi et moi, on a un ennemi en commun et elle s'appelle Carolina. Ce qu'il faut voir, c'est qu'en règle générale, un homme gay, il y a quand même peu de chances qu'il se mette à draguer une femme, que ce soit du coup une situation gênante pour elle. Ils vont pas la sexualiser à la moindre interaction, ils vont peut-être pas avoir le même regard, pas avoir les mêmes comportements, et ils vont pas rentrer en rivalité avec d'autres mecs pour les séduire. Tout ça, ce qui est intéressant, c'est que ça crée un espace relationnel qui est beaucoup plus libre, beaucoup plus détendu, et ce qui laisse beaucoup plus de place à la complicité et à l'amitié. Quand on dit « my best Judy », c'est que vraiment, historiquement, les femmes ont souvent été les alliés des hommes gays, les femmes lesbiennes particulièrement, notamment justement pendant la période du sida, au tout début justement de la crise du sida. Les femmes lesbiennes étaient le premier front à combattre le sida avec les hommes gays et à les aider, et c'est aussi grâce à elles qu'aujourd'hui, on a réussi à combattre le sida aussi bien. Ce qui est intéressant dans la dynamique entre un homme gay et une femme, c'est que comme on se considère mutuellement comme hors-jeu, on est beaucoup plus libre d'être nous-mêmes parce qu'en fait, on ne se ressent pas le besoin de plaire. Une société où le regard masculin dominant est pesant, et le fait d'être une femme ou d'être un homme gay, donc considéré comme peut-être moins masculin ou des choses comme ça, en fait on se retrouve sur des terrains communs. Vous voyez, c'est un peu les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Vous voyez, genre le fait que on partage un petit peu notre pain, notre lot quotidien, ça fait que on se comprend. Et je pense aussi que c'est hyper intéressant pour les femmes d'avoir des amis
gays parce qu'en fait ça leur permet d'avoir des relations avec des hommes qui justement ne vont pas les sexualiser. C'est d'ailleurs je pense pour ça que beaucoup de femmes se sentent plus à l'aise avec les gays, qu'elles vont aller en boîte gay, qu'elles vont aller justement dans ces safe spaces, même si malheureusement, et ça c'est un problème, quand les hommes gays sont trop communautaristes, ils vont être parfois misogynes et carrément essayer d'exclure les femmes, notamment les femmes hétéros. Et ça on le voit souvent, souvent à Paris d'ailleurs. Donc arrêtez de dénigrer, de mettre à la porte nos Julies, nos alliés, parce que le jour où on n'en aura plus, on sera bien dans la merde. D'ailleurs, c'est parfois même le seul type de masculinité, la masculinité gay, où justement les femmes vont pouvoir se sentir à l'aise. Moi, je connais plein de filles qui justement sont moins à l'aise avec des mecs masculins hétéros qu'avec des mecs masculins gays. La conclusion un petit peu globale de ce podcast, c'est qu'on ne revient pas simplement à une question de goût ou de cercles sociaux différents, mais vraiment à ce rapport de domination, de sexualisation et de regard imposé. En fait, tant que les femmes seront vues comme des objectifs à conquérir plutôt que comme des personnes à connaître, on va continuer à avoir ce déséquilibre. Et peut-être que le rôle des mecs à jouer là-dedans, c'est pas simplement de dire oui mais moi je suis pas comme ça, moi j'ai une amie lesbienne, mais plutôt de se demander pourquoi est-ce que ce déséquilibre existe en premier lieu et ce qu'ils peuvent faire au quotidien pour y remédier. Parce que je sais que certains hommes vont commenter, et je pense pas parce que sur le podcast peut-être un peu moins, mais certains hommes ont très largement commenté « Oui mais moi j'ai une amie lesbienne, oui mais moi je connais une lesbienne ». Si tu réponds à une analyse sociale, à une tendance, une généralité par « Oui mais moi je » en essayant de prouver qu'elle est fausse, eh ben t'es juste en train de montrer que tu ne comprends pas une généralité. Et ça c'est un peu un red flag cognitif. Parce que typiquement, quand on a du mal à comprendre des moyennes, des tendances, vous voyez, des généralités, c'est souvent le signe d'une pensée qui est très littérale, très concrète, qui confond justement l'individuel avec les tendances collectives, qui a du mal avec l'abstraction. Donc c'est pas forcément le signe d'un QI bas au sens médical, d'un quotient intellectuel bas aux sciences médicales, mais ça montre quand même une incapacité à penser de manière abstraite, statistique ou sociale. Si ça vous intéresse, je vous invite à vous renseigner sur la négligence de la fréquence de base. C'est aussi un sujet que je pourrais développer si ça vous dit. Mais justement, il y avait Gerd Gerinzer qui en parlait aussi et qui disait que pour la majorité des gens, la pensée statistique, c'est une langue étrangère. Et au même titre, Piaget disait déjà, on entre dans l'abstraction que tardivement. Et pas tout le monde n'y accède. J'espère que cet épisode vous aura plu. J'ai trouvé les sources tellement intéressante. Si vous en avez d'autres, je continue. J'ai toujours faim, il faut continuer à me nourrir. Prépare encore, j'ai pris du retard, hein, l'épisode sur vieillir, la peur de vieillir et aussi ce que c'est que de vieillir queer. Il arrivera très bientôt et j'espère que les 2 épisodes de la semaine vous plairont. Ils arrivent également bientôt sur Apple Podcast pour ceux qui m'ont supplié. J'ai fini par céder. Il faut que je découvre comment je vais faire, mais je vais y arriver. Chut, oui. N'hésitez pas à me laisser une bonne note, un gentil commentaire, à vous abonner soit sur Spotify, soit sur YouTube, soit sur Insta, soit sur TikTok, ou à m'envoyer un message directement. Aussi, si vous avez des sujets psychosociaux dont vous aimeriez parler, n'hésitez pas à m'envoyer un message et on peut même potentiellement, puisque les interviews arrivent sur le podcast, vous pouvez m'envoyer un vocal. Merci encore pour votre temps et je vous dis à la semaine prochaine.